Alors, bonjour à tous. Gérard Usan, je suis chercheur au laboratoire Chart Team à Paris 8. Je travaille depuis de nombreuses années sur les IHM et particulièrement sur les IHM concernant soit l'accessibilité numérique, soit la mobilité et l'aide à la mobilité. Particulièrement pour des personnes handicapées, tout handicap confondu, même si on voit avec mes lunettes noires que je suis aveugle. Je suis d'ailleurs aveugle tardif et pas aveugle de naissance. Ça explique, ça peut expliquer une démarche qui a évolué dans le temps. Alors, par rapport à la présentation précédente, ma présentation va être évidemment un peu, alors, elle va être un peu plus en apparence fermée puisque étant tout seul pour préparer dans mon île déserte comme Robinson Crusoe, en tant qu'aveugle, je ne manipule pas d'image ni de couleurs, mais que je vais manipuler essentiellement du texte, et pour cause, puisque je traite d'un sujet qui est l'utilisation des voix en IHM et l'utilisation des voix en logique multisensorielle, bien sûr, mais aussi en logique applicative justement, on va voir sur différents champs d'application pour lesquels cette utilisation doit être réalisée de façon différente. Alors, je vais d'abord je vais d'abord commencer par vous évoquer. Alors, les voix, c'est avant tout deux choses qu'on va ensuite. Ces deux choses, c'est d'abord les voix émises par une machine et c'est la voix humaine récupérée par une machine. Alors la première, c'est ce qu'on peut appeler alors aujourd'hui on dit synthèse vocale, mais on verra qu'il y a plusieurs façons de la produire. Et puis il y a la reconnaissance vocale. Alors aujourd'hui, pour être très, comme je n'ai que 20 minutes, je vais me concentrer uniquement sur la synthèse vocale. Alors aujourd'hui, toutes les machines, tous les ordinateurs ont des voix disponibles, des voix VOX disponibles, et on pense à ce moment-là que, somme toute, la problématique des voix est presque considérée comme étant un peu au bout de ce qu'il y avait à trouver concernant cet objet, alors qu'en fait, il y a encore des champs extrêmement importants qui sont à explorer seulement sur ce versant-là de la parole, qui est la production de la voix, et non pas la, la reconnaissance de la voix et son exploitation. Ceci dit, les travaux des uns aident aux travaux des autres et réciproquement. Alors, au niveau de la synthèse vocale, puisque je vais me concentrer dessus, petit historique mais très rapide. À l'origine, on distinguait comme possibilité d'émission de la voix par les machines des voix préenregistrées, c'était des voix humaines qu'on enregistrait comme on enregistre sur un magnétophone, et puis des synthétiseurs de voix, c'est-à-dire des dispositifs qui génèrent la voix. Alors, dans les années 80, quand je mélangeais les deux, la plupart des gens me disaient: «Oh mon Dieu, la voix de synthèse est affreuse, il vaut mieux que tu», comme je mélangeais les deux, les gens disaient: il vaut mieux la voix numérisée, qui était beaucoup plus belle puisque c'était une voix humaine préenregistrée avec des qualités d'enregistrement qui étaient évidemment bien meilleures que ce que pouvait produire un synthétiseur de l'époque. Alors, les synthétiseurs aujourd'hui, tous les dispositifs de production de la voix sont faits par synthèse vocale, même si elles peuvent, et on verra pourquoi, à l'origine avoir une voix humaine. Alors l'exemple qu'on peut donner qui est très facile à comprendre, c'est la synthèse vocale de la SNCF, qui est produite par une société qui s'appelle Voxygène, et qui est la voix de Simone, Simone étant une animatrice de FIP, pour ceux qui se souviennent ou qui connaissent, dans lesquelles on a préenregistré la voix, on l'a découpée, et on en a pris les phonèmes pour ensuite composer, pour pouvoir composer des messages dans les gares. Alors, dans la synthèse vocale, donc il y a eu deux grands modèles. Un modèle qu'on a retrouvé surtout aux États-Unis, qui est un modèle de production de la voix, c'est-à-dire qu'on va modéliser
d'un point de vue en termes mathématiques, on va modéliser la production humaine, la vocalisation humaine, pour générer les phonèmes. Les phonèmes étant les unités de base acoustiques correspondant au son des consonnes et des voyelles. Donc, on a fait ça. Alors donc, il y a le modèle américain qu'on va retrouver dans un certain nombre d'outils actuels. Et puis, il y a le modèle européen qu'on va retrouver en Suède et en Belgique essentiellement, et aussi en France au CNET, qui est un modèle plutôt fondé sur l'enregistrement de voix humaines, ensuite découpées et ensuite utilisées pour un réagencement. Et donc, dans ces deux démarches, l'objectif, bien sûr, est de créer une voix. Alors, une voix ou des voix qui peuvent être les plus naturelles possibles, hein, le natural speaking, mais aussi des voix qui peuvent être pour des raisons d'usage, disons, conformées, on pourrait dire, avec des enveloppes particulières. Et donc, on va voir que une fois qu'on a créé et enregistré ces voix, on peut leur appliquer des colorations de timbres, comme par exemple sur le Mac. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu, j'ai pas beaucoup de temps, c'est dommage. Mais vous avez par exemple le fait de pouvoir faire chuchoter une voix comme Whisper. Une des voix possibles. Ou alors des filtres d'écho, de reverb, de flanger, etc., qui permettent de créer des effets sur la voix et de lui donner une coloration particulière. Mais on a aussi pour des usages, par exemple en milieu urbain, j'avais fait ça pour les répétiteurs de feux sonores, on peut utiliser et appliquer des effets spéciaux pour, par exemple, améliorer l'audition des voyelles en milieu sonore bruyant et surtout dans des milieux de type bruit blanc. Et à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'effet lombard, c'est-à-dire le fait de dilater, de prolonger les voyelles. Alors, par exemple, c'est banal, mais sur des piétons, sur un feu sonore, au lieu de dire piéton rouge, on va faire piéton rouge. Et donc, on va accentuer le et le ou, qui sont difficiles à obtenir. D'ailleurs, le mot rouge est assez mal choisi, mais je n'ai pas pu obtenir un autre mot à la place. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails très très spécifiques des problèmes phonatoires, et particulièrement les problématiques de réception des différents sons selon, selon plusieurs échelles. Sachez que, si vous voulez en faire référence, il y a on appelle ça le trapèze vocalique, c'est-à-dire que c'est une classification des sons, surtout des voyelles, classification des voyelles, qui permet de les mettre sur deux échelles. Et ces deux échelles sont des échelles de discrimination et de discrimination entre elles, c'est-à-dire de séparation entre elles, et également des échelles de réceptivité humaine, c'est-à-dire de capacité à les, à les entendre facilement. Alors, voilà. Donc, on a. Alors, les synthétiseurs vocaux, eux, donc, de plus en plus, à l'heure d'aujourd'hui, pratiquement la plupart des synthétiseurs vocaux utilisent la voix découpée et recomposée. Et se, se, se rapproche de plus en plus de la logique des enregistrements. Alors, pour pouvoir utiliser un synthétiseur vocal dans une machine, il faut disposer d'un certain nombre de contrôles, de paramètres. Tout à l'heure, on a parlé enfin, dans l'exposition précédente, le mot contrôleur a un sens précis, mais on le retrouve pour les synthétiseurs vocaux, c'est-à-dire qu'il faut disposer d'un minimum de paramétrage pour pouvoir réellement s'en servir. Lorsqu'on met à disposition d'un développeur une synthèse vocale, s'il ne dispose que d'une capacité de text-to-speech de base
simplement en broadcast, c'est-à-dire simplement en diffusion, il ne pourra pas faire grand-chose, si ce n'est avoir le plaisir d'écouter de l'écrit. Gérard, Oui, il te reste 10 minutes. d'accord, ok. Donc, très, très rapidement, donc les paramètres qui sont à utiliser, classiquement, bien sûr, c'est le volume, la hauteur, la vitesse, le débit verbal, la, volume, hauteur, débit verbal, le fait d'avoir un buffer qui exprime le texte qui est couramment parlé, qui est en cours de parole en quelque sorte, et de disposer d'éléments permettant de commandes en quelque sorte, permettant de lancer ou d'interrompre une voix, ou au contraire de la verrouiller pour obliger l'écoute avant avant qu'un autre message parlé puisse écraser entre guillemets le précédent. Ça, ce sont les outils indispensables pour la synchronisation dans le cadre d'interaction. Alors, Propriétés de base, etc. alors, je vais directement aller aux usages. Les applications, etc. Voix requête et dialogue guidé. Alors, on a toute une hiérarchie d'application des voix. Alors là, à l'écran, vous avez une liste. Alors, juste avant, c'était la liste des usages. Propriétés de base, etc. Enfin, non, ça, c'est les propriétés de base. Donc là, c'est un petit peu différent. Là, voilà. Les applications en IHM, voilà. etc. On a les usages qu'on a communément en IHM. Et on va voir qu'il faut distinguer tout de suite la grande différence en termes d'application, c'est de distinguer ce qu'on pourrait appeler les expressions fermées et les contenus ouverts. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce slide ou dans le suivant, je crois que c'est dans le suivant. Application, expression fermée, etc. Voilà. Alors, on va tout de suite distinguer expression fermée et contenu ouvert. Alors, les expressions fermées, c'est tout ce qui est commande, feedback, etc., qui est prédéfini lorsque une personne fait un programme ou qu'elle veut programmer un robot ou un chatbot, ou, etc. Elle va en quelque sorte faire des listes prédéfinies, soit de textes, soit de mots, soit d'ensemble de catégories, c'est-à-dire de lexiques en quelque sorte. Et elle va lui créer des grammaires et des lexiques, c'est-à-dire des propositions structurées. Et tout cela est préparé à l'avance. Et donc, elle aura une sorte de dictionnaire, si vous voulez, à différents niveaux, à différentes échelles de granularité, mais ça restera préétabli. Et dans ce cadre-là, on verra que les interactions qui sont en relation doivent être des interactions qui doivent être le plus naturelles interactives et non pas naturel speaking. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est à ce moment-là que l'interaction soit naturelle plus que, plus que plus que le langage soit naturel. Alors ça veut dire quoi cela? Ça veut dire qu'on a trop tendance, dans tous ces usages habituels, à copier ce qui est écrit. Et souvent, malheureusement, en matière de dialogue, de production vocale des machines, on a tendance à faire de l'écrit parlé. Alors, c'est formidable du point de vue du français, je crois que Isis serait ravie, mais du point de vue de l'usage, comme on est dans des logiques fonction du temps, la chronophagie verbale devient énorme. Et il n'y a pas que les aveugles qui sont bavards, mais aussi les synthétiseurs vocaux lorsqu'ils sont utilisés de cette façon-là. Alors, du coup, on a, si vous voulez, une nécessité donc en distinguant donc expression fermée ou contenu ouvert, deux démarches différentes. Dans les expressions fermées, il faut être le plus bref, dense et concis, et utiliser au mieux tous les outils qui permettent de réduire l'empan verbal. Et donc à ce moment-là, on peut tout utiliser, dont les troncations, hein, qu'elles soient apocope ou aférès, par exemple. Aférès, c'est par exemple quand vous dites le bus au lieu de l'autobus. Vous voyez? Ou apocope, c'est quand vous dites justement l'auto pour l'automobile. Vous voyez, par exemple.
Et donc, à ce moment-là, on va arriver à créer une sorte de langue opérative qui va permettre de faciliter la communication avec les personnes lorsqu'il s'agit d'expressions fermées dans des usages de feedback, de validation, de jauge, etc. Alors que quand on va les utiliser en contenu ouvert, c'est quoi le contenu ouvert? C'est par exemple dans la saisie de texte, par exemple quand il y a un input, une entrée. Alors l'entrée, elle peut être par l'utilisateur ou par des capteurs ou par n'importe, mais en tout cas, lorsqu'il y a une entrée de texte, il faut à ce moment-là que le dispositif puisse les lire et les lire le plus littéralement possible. C'est exactement un schéma inverse. Il faut qu'il soit au plus proche du littéral. D'où le fait que, par exemple, certaines difficultés apparaissent dans une synthèse vocale, comme par exemple les noms propres, les logos, etc. Les expressions empruntées d'autres langues, quand on est dans une langue donnée. Enfin, vous avez vu que dans vos ordinateurs, souvent, vous choisissez une voix pour choisir une langue. Moi, personnellement, je suis opposé à cette démarche et je pense qu'il faut bien distinguer, comme on distingue le genre et la langue par rapport à la voix, on doit pouvoir faire des voix multilingues et à ce titre-là, j'ai fait un certain nombre de travaux pour automatiser des voix pour qu'elles soient multilingues et ça fonctionne très très bien, on va le voir tout à l'heure assez rapidement. Donc, Gérard, voilà un petit peu voilà la différence. Alors après, en Gérard, de contenu, oui, je finis, en fait, j'ai presque fini. oui, j'allais te dire qu'il te restait 3 minutes et demie. Voilà, il y a pas de problème. Donc, alors en lecture, enfin en contenu de lecture, dans une navigation, souvent, par exemple, pour lire rapidement, on se dit, il suffit d'accroître le débit verbal, mais pas du tout. Il faut être plutôt en smart reading, c'est-à-dire qu'il vaut mieux penser à ce moment-là à économiser l'écoute en essayant de sélectionner de façon intelligente l'information pertinente ou utile compte tenu du contexte de la lecture. Et donc à ce moment-là, on va rentrer dans des modèles d'agents virtuels capables d'extraire en fait des éléments tout à fait particuliers. Alors pour ça, je vais vous donner directement, puisque j'en suis à la fin, 2 exemples. Alors, je vais aller. Alors, par exemple, pour Zoom, vous avez voilà un premier exemple de forme littérale. Je vous laisse lire en pressant le bouton copier le lien. Copier le lien dans le presse-papier. Vous voyez déjà, copier le lien dans le presse-papier, c'est déjà assez long. Et le feedback immédiat quand on a choisi pour une personne aveugle, c'est le lien est copié dans le presse-papier. Qu'est-ce qu'on en a on sait très bien qu'on vient de copier le lien, donc le feedback qui serait le plus court, c'est le lien copié, 3 syllabes, et non pas, je ne sais plus combien, le lien est copié dans le presse-papier, ça doit faire presque 12 syllabes. Donc vous voyez qu'on passe de 3 à 12, et vous voyez aussi la longueur de temps, et le temps perdu à l'écoute. Et de la même façon, je vais vous montrer maintenant en lecture un autre exemple. Deadline. Le mercredi, etc. Alors vous allez voir un exemple de multilingue automatique. Et en même temps, alors je vais essayer de mettre assez fort parce que vous allez avoir du mal à comprendre. Alors la qualité de la voix, c'est des voix américaines. Pour la partie francophone, elles sont en cours de modification. Donc le français n'est pas encore tout à fait suffisamment francophone, mais je vous le fais écouter quand même. Deadline. Le mercredi 31 mars 2021. Team Project. Playing and recording with interactivity and multisensoriality. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il est. Et je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant. Chercher. L'expression. Alors, Crochet. Oui. Crochet fermé. Crochet oui. Crochet fermé. For example, some studies show that line effects are appreciated by users in addition to audio and visual content. Crochet à crochet fermé. And that among haptic, olfaction, and airflowing, haptic should be the most popular effect, and then airflowing. Crochet oui. Crochet fermé. alors, vous avez vu que ce qui est intéressant, c'est qu'il a été capable, comme il sait que ma langue maternelle, c'est le français, que c'est défini par l'OS. Vous voyez, quand vous choisissez l'OS, vous choisissez la langue. Et vous voyez que le programme, automatiquement vu, il a été capable d'isoler uniquement la référence du crochet en la disant en français, alors que tout le reste est dit en anglais.
Et ça vous permet de comprendre comment permettre d'avoir une finesse de sélection de la langue qui peut être extrêmement poussée. Et ceci se fait par un modèle que j'avais prévu de vous montrer dans une slide, mais que le temps ne permet pas de faire. Et donc, je m'arrête là et je laisse la place aux questions.